Bonsoir, bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau format webinaire dans un cadre un petit peu différent, plus intimiste, plus chaleureux. On a voulu changer un petit peu les règles, décor, pour vous parler ce soir de ce webinaire qu'on a intitulé Livret A, quelles alternatives pour votre épargne avec la baisse des taux, parce que bah oui, on en a tous un des livrets A, on l'aime, notre livret A, c'est le placement le plus sécurisé, le plus liquide. Il est peut-être un petit peu moins séduisant côté rendement, 1,7% depuis la dernière révision, et peut-être que ça va encore baisser. Alors on s'est dit côté Bourse Banque que ça pouvait être une bonne idée de regarder ce qu'on pouvait faire de mieux dans ce contexte de Thomas, et c'est Thomas Baudry, chef de produit marketing Bourse, qui va en parler avec nous ce soir et que j'accueille sur le plateau. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent. Tu valides le nouveau plateau ? Absolument, j'aime beaucoup. Bon, voilà, en tout cas, ce nouveau format, mais ce moment d'échange reste le vôtre. Bien sûr, vous pouvez poser vos questions en direct. On en a eu beaucoup au moment de l'inscription. On les a bien sûr classées par thème. Et puis, vous pouvez aussi les poser directement depuis YouTube, puisqu'on diffuse également en live sur YouTube. J'ai l'ordinateur juste à côté de moi. Et Mehdi, d'ailleurs, nous demandait, alors il démarre bientôt ce webinaire. Bah oui, c'est démarré, vous voyez, c'est du direct. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez, à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne si c'est la première fois que vous la regardez. Thomas, pour commencer, tu voulais nous parler du patrimoine, de sa définition, et par une image, une métaphore un petit peu poétique, celle d'un navire. Moi, j'aime bien. Alors, embarquons avec toi. Qu'est-ce que c'est que cette idée du patrimoine comme d'un bateau ? Effectivement, Laurent, ce soir, j'ai voulu prendre une métaphore maritime pour prendre le large. Oui. Et expliquer que finalement, la construction d'un patrimoine, c'est un peu comme un voyage en bateau. Voilà. Donc, on a des vents porteurs qui sont les revenus du travail. Donc, lorsqu'on travaille, on gagne de l'argent, on gagne sa vie. Et les revenus de l'épargne. Donc, une fois qu'on a travaillé, on a gagné de l'argent, on en a consommé une partie, mais on essaye aussi d'en mettre un peu de côté de façon à justement à avoir des projets sur le long terme. Younes faisait une remarque à l'inscription, il disait qu'il aimerait investir petit à petit en bourse sur le long terme afin de pouvoir en profiter une fois plus vieux et en faire profiter sa famille. Donc c'est des objectifs tout à fait super, qu'on a beaucoup louables, à les avoir, ouais, exactement. Ouais. Et donc, on travaille, on a une épargne, on essaie de la faire fructifier, mais en face, il y a des vents contraires. Donc les vents contraires, qu'est-ce que c'est ? C'est des mauvaises habitudes de consommation qui nous font dépenser trop d'argent, le perdre. C'est l'inflation aussi qui vient ronger le capital, et ça on y reviendra puisque c'est un aspect très important dans la construction de son épargne. On a aussi la fiscalité, on a des impôts sur le travail, des impôts sur les revenus du placement aussi. C'est des choses qu'on peut essayer d'optimiser dans le cadre légal évidemment. Et on a aussi les performances négatives de l'épargne, puisque l'épargne, c'est pas toujours 100% garanti. Parfois, on dit souvent, il y a des risques de perte en capital sur certains produits. Oui. Donc, on a des vents porteurs, on a des vents contraires, et l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que justement ces vents porteurs soient plus forts. Et évidemment, sur le travail, on ne va pas en parler ce soir, mais on va essayer de se focaliser sur l'épargne. Comment faire pour que son épargne permettre de faire croître son patrimoine. Ouais. Il faut quand même parler du livret A pour commencer, parce que, il faut le dire, quand on fait des webinaires chez Bourse Banque, on a une question qui revient très souvent, la plupart du temps. Moi, je veux bien un nouveau produit, pourquoi pas, mais il faudrait que ce soit rentable, liquide et sécurisé. Et alors ça, on va le répéter dès aujourd'hui, ça n'existe pas, sinon on serait tous ravis de le proposer. Et puis, ce qu'on aime sur le livret A, c'est la sécurité, la liquidité. Mais aujourd'hui, il y a véritablement cette question du rendement. Exactement. Le livret A, il est imbattable sur bien des aspects. L'accessibilité, on peut l'ouvrir à partir de 10 € en quelques clics sur Bourse Banque. Son plafond à 22 950 en fait un véhicule d'investissement, de placement, qui va permettre de voir venir, d'aller jusqu'à presque 30 000 €. C'est le seul placement qui est 100% exonéré en termes de fiscalité, donc vous ne payez pas un seul euro d'impôt dessus, avec ses frères de livret réglementé, le livret développement durable et solidaire et le livret d'épargne populaire. Il est parfaitement liquide, c'est-à-dire qu'on peut faire des retraits, des versements quand on veut, sans aucune limite. Il est aussi 100% garanti en capital, c'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre d'argent sur un livret A. C'est vraiment, il y a cet effet de protection maximum du capital. Et on l'a dit, il est aussi protégé de la fiscalité, puisqu'on ne paye pas d'impôt dessus. En revanche, en matière d'enrichissement et de constitution de patrimoine, c'est pas forcément la meilleure solution, puisqu'on voit que le livret A, historiquement, il a du mal à battre l'inflation. Oui. Donc, parfois... Pourquoi c'est problématique, ça ? Parce qu'on pourrait se dire, bon, finalement, ça rapporte pas grand-chose, mais ça rapporte quand même un petit peu. Mais ce petit peu, c'est pas suffisant, c'est ça ? C'est ça. En fait, l'inflation, on va peut-être revenir très rapidement sur la définition. Oui. L'économiste Keynes disait que c'était l'euthanasie des rentiers. Donc, c'est ce qui va faire en sorte, en fait, que votre patrimoine, donc l'épargne que vous allez constituer, va petit à petit s'éroder.
On a tous en tête le phénomène d'érosion monétaire, c'est-à-dire il y a quelques années, la baguette de pain, le timbre-poste, le ticket de métro, ils étaient tous en dessous de 1 euro. Aujourd'hui, c'est 1,20, 1,30, 1,40, voire jusqu'à 2 euros parfois. Donc ça veut dire qu'un euro gagné il y a quelques années, aujourd'hui, avec un euro qu'on a gagné il y a quelques années, on ne peut pas dépenser autant, on ne peut pas avoir autant de pouvoir d'achat aujourd'hui. Oui. Donc ça veut dire que si on stagne, c'est-à-dire, et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas laisser trop d'argent sur son compte courant, si on garde le même euro, le même nombre d'euros au fur et à mesure du temps, on va avoir moins de pouvoir d'achat. Donc c'est-à-dire qu'il faut toujours faire en sorte d'essayer que son patrimoine batte l'inflation. Donc le livret A, face à l'inflation, on va dire c'est au mieux, c'est un moindre mal. C'est-à-dire on le voit à travers l'histoire, il a permis de protéger face à l'inflation. Mais ça protège mon capital, mais il ne fructifie pas. Si exactement, ça protège, et même on voit que parfois, et puis ça ne protège même pas en fait, c'est encore en dessous de l'inflation. Oui. Donc à partir du moment où vous avez un taux de rendement de votre épargne qui est sous l'inflation, ça veut dire que vous avez une érosion monétaire, donc vous perdez de l'argent, vous perdez du pouvoir d'achat sur le long terme. Bon, voilà pour le livret A. En même temps, quand on parle des alternatives, il y a souvent des risques, parce qu'on l'a dit, ce qu'on aime sur le livret A, c'est l'aspect sécurisé, liquide, défiscalisé. Hein, je vois, on me dit sur YouTube, effectivement, ça c'est très bien. Mais il va falloir peut-être en passer par autre chose. Alors, tout de suite, on va parler des risques, parce qu'ils sont importants, ces risques. Et il est important de bien les avoir en tête avant de se dire qu'on a envie d'aller se diversifier. Exactement. En fait, dès que vous sortez de l'univers donc, du livret A et des autres livrets réglementés, on entre dans le domaine du risque. Voilà. Le risque, qu'est-ce que c'est? En matière de placement, on va dire qu'il y a 2 risques principaux. C'est le risque de perte en capital. Donc ça, je mets de l'argent, je prends 100 et à un moment ça descend, je récupère 80. Exactement. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que c'est les placements, vous allez avoir des placements qui vont pouvoir fluctuer à la hausse comme à la baisse. Alors que le livret A, il ne va pas monter beaucoup, mais il va faire que monter. Il y a cet effet cliqué un peu dans le livret A. Donc à partir du moment où vous sortez de cet univers-là, vous allez très majoritairement, même s'il y a quelques exceptions, rentrer dans l'univers des produits qui présentent un risque de perte en capital qui est plus ou moins important, qui est plus ou moins fort, mais qui existe. Ou bien... On répète à chaque fois, hein, justement, pour que les gens en aient bien conscience. Après, on verra que sur cette notion de risque de perte en capital, c'est pas on-off et qu'il y a moyen de nuancer un petit peu tout ça. Mais c'est le premier risque. C'est ça, c'est le premier risque. Il est essentiel, il faut l'avoir en tête. Et c'est toujours, en fait, la contrepartie du rendement. Puisque si vous voulez avoir du rendement, vous avez du risque à côté. Et l'autre risque, c'est le risque de liquidité. On l'a dit... Là, il va falloir que tu expliques. Voilà, on va l'expliquer. Le livret A, il est 100% liquide. Vous faites un versement sur votre livret A, vous voulez retirer, vous pouvez retirer à tout moment. Vraiment, c'est instantané. Vous avez besoin de faire un retrait, un virement vers votre compte courant pour ensuite pouvoir le dépenser, le retirer depuis un distributeur. Oui, ça va être immédiat. Ouais. D'autres placements qui peuvent être garantis en capital, et on va en parler juste après, portent néanmoins ce risque de liquidité, c'est-à-dire que vous allez avoir une disponibilité qui est imparfaite. Sur les placements les moins liquides, vous allez avoir potentiellement de l'argent qui va être bloqué pendant une dizaine d'années. Ça peut exister. Et sur des placements évidemment un peu plus liquides, mais moins que le livret A, vous allez avoir des indisponibilités. Par exemple, sur les actions, si vous voulez les céder, vous pouvez les céder uniquement aux horaires d'ouverture de la bourse. En dehors de l'ouverture de la bourse, vous ne pouvez pas les transformer vos actions en euros. Ou bien sur des enveloppes de type assurance vie, plan d'épargne retraite, vous allez avoir soit des règles légales qui vous bloquent votre argent une certaine durée, soit tout simplement des contraintes, on va dire, produits qui font que pour récupérer votre argent, pour liquider votre argent, le retransformer en euros que vous pouvez consommer, ça va prendre un peu de temps. Ça, c'est les 2 risques principaux. Après, il y a évidemment beaucoup d'autres risques. On les a cités, mais le risque de volatilité, c'est les fluctuations. D'absence de revenus, on a des produits qui vont promettre des rendements, mais c'est par exemple des distributions de dividendes, mais elles ne seront pas garanties. Donc, vous n'avez aucune garantie formelle. Tout le monde là. Mais non, mais c'est bien. Il faut le dire quand même. Oui. On a aussi le risque de change, par exemple, lorsque vous investissez sur des produits où les sous-jacents sont dans d'autres devises que celles avec lesquelles vous consommez. Donc, voilà. Donc tous ces risques existent. C'est un aspect aussi sain parce que c'est ce qui permet de générer du rendement. Mais voilà, il faut avoir en tête, quand on sort de l'univers du livret A, on va prendre des risques, il faut les connaître, il faut en avoir conscience. Et il faut ensuite moduler ses placements, son horizon d'épargne, son allocation en fonction justement de ces risques. Alors attends, parce que là on va revenir au sujet qui est quelles sont les alternatives au livret A dans ce contexte de baisse des taux. Moi j'en vois une spontanément qui s'impose, c'est le fonds en euros de l'assurance vie, qui est sécurisé, sauf si je me trompe, hein, et qui permet... Bon an, mal an, peut-être tu vas pouvoir nous donner un chiffre, des rendements qui sont quand même un petit peu supérieurs et qu'on retrouve dans son contrat d'assurance vie. Exactement.
Si en fait on utilise la métaphore, là on va quitter le monde maritime, on va prendre celle de l'escalier, on va dire dans la constitution de son patrimoine, de son épargne, si le livret A c'est la marche 0, on va dire la marche numéro 1, la première marche, ça va être le fonds en euros en assurance vie. Pourquoi? Parce que justement, sur le fonds en euros en assurance vie, on l'a dit, risque de perte en capital, risque de liquidité, il n'y a pas de risque de perte en capital. Déjà ça, on l'évacue. Voilà. Ça, c'est sécurisé. Le fonds en euros, il est garanti en capital. On a une garantie qui est celle de l'assureur derrière, qui va garantir ce capital qui ne peut pas baisser. Ensuite, on a un autre aspect qui est que le rendement est souvent un peu plus important que celui du livret A. Le fonds en euros, il est constitué, on va dire, ça dépend des fonds en euros, mais là on va parler... Qu'est-ce qu'on trouve dedans, oui. Voilà, on va parler du fonds en euros exclusif, qui est le fonds en euros du contrat d'assurance vie Boursorama, qu'on distribue chez Boursobank, et qui est un fonds euro qui a été créé en 2013. Et donc dedans, on va retrouver plusieurs poches. Essentiellement, ça va être une poche dite obligataire. Donc, ça va être des emprunts, emprunts d'État à peu près 35-40%, donc on prête à des États de l'argent, et emprunts du secteur privé à peu près 60-65%. Des entreprises, là, c'est ça? Les entreprises, voilà, on va leur prêter. Et il y a des critères de notation, on va essayer de choisir des entreprises, des États ou des entreprises qui sont plutôt bien notées. Il y a aussi une poche de diversification qui va permettre de chercher un petit peu de performance. Et en fait, le livret A, il est fait de façon à pouvoir amortir un peu les chocs. C'est-à-dire que chaque année, il va distribuer une participation au bénéfice, mais il va garder une réserve au cas où des années sont un peu plus compliquées. C'est pour ça qu'il ne sert pas toujours le même rendement, mais il fait en sorte, quand il est bien, on va dire, piloté, de toujours avoir ces réserves pour pouvoir un petit peu faire face aux coups durs lorsque les années sont un peu plus compliquées. Ça, donc le livret A, il est garanti en capital. Il y a cet effet cliquet, c'est-à-dire lorsqu'on vous verse une participation au bénéfice, il y a l'effet cliquet qu'elle reste. En revanche... Fonds euro, là tu me parlais du livret A. Oui, pardon, le livret A, le fonds en euros, pour moi. En revanche, il y a un risque qu'on assume. Parce que là, ça me fait drôlement penser au livret A, quoi. C'est vrai, quand on le dit. C'est très bien. Et pourquoi pas tout mettre sur le fonds euro? Eh ben, ça ressemble beaucoup au livret A, effectivement. Mais alors, il y a deux risques, on va dire, principaux, qui ne sont pas celui de la perte en capital. C'est le risque de liquidité. C'est-à-dire que lorsque vous placez sur un fonds en euros, vous ne pouvez pas récupérer vos petits instantanément. Par exemple, sur les meilleurs contrats d'assurance vie du marché, et Boursorama en fait partie, on peut récupérer... Alors sur Boursorama, vous pouvez récupérer 90% de votre position en 72 heures. Voilà, donc c'est quand même... Pas mal, mais voilà, c'est relativement liquide, mais moins que le livret A. Et si vous voulez récupérer 100% de votre contrat, là, ça va prendre 30 jours. Donc vous voyez, directement, on est dans un univers qui est autre que celui du livret A, où on peut faire des entrées et sorties quand on veut. Si j'ai besoin, là, tout de suite, d'une somme d'argent, ce sera plus compliqué avec le fonds euro. C'est ça. C'est pour ça que l'épargne dite de précaution, l'épargne d'urgence, celle qui peut servir, par exemple, à... Si vous avez absolument besoin de votre changer le frigo. Voilà. Vous avez absolument besoin de votre voiture pour aller travailler et qu'elle tombe en panne, il faut que vous ayez cette somme, par exemple, de côté sur un livret A. Enfin, si vous avez besoin en moins de 3 jours, il faut que ça soit sur un livret A. Après, tout le reste... À partir du moment où vous avez cette épargne de précaution et vous savez que vous n'êtes plus à 3 jours près, vous n'êtes plus à 1 mois près sur un certain montant, là, ça peut être intéressant d'aller sur ce type de solution, puisqu'on le voit, généralement, ça peut permettre des rendements un peu plus importants, tout en sachant qu'il y a quand même un autre risque sur le... Enfin, un risque, c'est pas vraiment un risque, mais c'est un point d'attention qu'il faut avoir, c'est que le livret A, il est 100% exonéré d'impôts, alors que par contre... Sur le fonds en euros, vous allez avoir le régime fiscal de l'assurance vie, qui est avantageux. On ne va pas rentrer dans le détail. Il y a plein de webinaires qu'on a fait pour exactement. Ça, qu'on peut retrouver sur le site Boursorama. Mais il faut avoir en tête que votre rendement facial sur le fonds en euros, il faut qu'il soit un petit peu supérieur au livret A pour compenser, évidemment, l'absence de fiscalité sur le livret A. Donc ça fait quand même quelque chose, des choses à penser. Il y avait ces questions qui nous avaient été posées au moment de l'inscription. Isabelle, quelle autre alternative pour un placement rentable mais qui reste disponible pour faire face rapidement à des dépenses imprévues? On voit que le fonds euro peut faire un peu le job, pas complètement. Et puis Gwenaëlle qui nous disait comment placer de l'argent de mon livret A pour qu'il me rapporte un minimum sans risquer de perdre le moindre centime. Et elle nous disait, Gwenaëlle, je n'ai pas les moyens de perdre de l'argent que j'ai durement mis de côté. On reviendra parce qu'on retrouve cette notion du risque. Mais dans cette seconde question, on peut dire que finalement, le fonds euro est une bonne alternative. Elle ne nous parle pas d'un besoin peut-être hyper urgent d'avoir des liquidités, mais juste que ça rapporte un petit peu plus. Et là, finalement, c'est une bonne solution. Exactement. Quand on choisit un fonds en euros qui est performant, c'est la bonne solution, puisque on l'a dit, on rentre dans le pied de l'univers du risque, mais par uniquement le biais de la liquidité. On conserve la garantie en capital qui est, on le sait, qui est très importante pour un grand nombre de Français, avec ce rapport à l'argent qui est celui que l'on a. Donc,
sur le fonds en euros, c'est une alternative si votre livret A est au plafond, ou alors si vous voulez chercher un petit peu plus de rendement que le livret A. Bon, si je reprends ta métaphore de l'escalier, on avait le niveau 0 avec le livret A, on avait la première marche avec le fonds euro, quelles sont les marches suivantes? Alors, on a l'avantage d'avoir un escalier de risque qui est, on va dire, officiel, réglementaire. On appelle ça le SRI, donc c'est ce qui va permettre de... Voilà, je devrais avoir un buzzer. SRI, c'est quoi SRI? Alors SRI, c'est un acronyme anglais qui vous donne l'indicateur de risque, Synthetic Risk Indicator. Et donc c'est une échelle de 1 à 7 qui va classer les produits d'investissement. Donc 1 du moins volatile, donc dedans vous allez retrouver par exemple le fonds en euros. Jusqu'à 7, le plus volatile, mais aussi... le truc le plus foufou en termes de risque. Celui qui va potentiellement le plus fluctuer à la hausse comme à la baisse. D'accord. On le voit. Donc c'est celui sur lequel vous allez avoir le plus de variations. Et donc ça, c'est une échelle, à partir du moment où vous allez investir sur des produits financiers qui sont autres que les livrets réglementés ou les livrets non réglementés, vous allez avoir cette échelle de risque qui est présente. Vous allez pouvoir avoir, dès la première approche du produit, une estimation un petit peu de ce risque. Et on le voit, la volatilité, c'est à la fois la possibilité pour le placement de baisser, mais aussi la possibilité pour le placement de monter également. Donc, le niveau 1, on le voit, hein, la plupart des fonds en euros sont SRI 1. On a aussi ce qu'on appelle les fonds monétaires. Donc, les fonds monétaires, c'est des produits financiers qui permettent également d'avoir une absence quasi totale de risque. Mais sur ces produits-là, vous n'avez pas d'effet cliqué. C'est-à-dire que dans un contexte de taux négatif, ils vont pouvoir être en rendement négatif. Par exemple, à la fin des années 2010, lorsque les taux des banques centrales étaient taux négatifs, ce qui est un peu une anomalie, mais qui a eu lieu pendant quelques années, les taux des fonds monétaires étaient là dans ce cas-là négatifs, puisqu'ils étaient indexés justement sur ces taux-là. Donc là, vous n'avez pas à 100% de garantie, mais on va dire en période normale, à partir du moment où les taux d'intérêt des banques centrales sont positifs, là, vous allez avoir du rendement qui est faible, mais qui est sécurisé. Et vous avez également, après, quand on remonte, donc quand on sort du fonds en euros et des fonds monétaires, la marche suivante, c'est tout l'univers obligataire. D'accord. On rappelle rapidement ce que c'est qu'une obligation. Alors, une obligation, c'est un titre de créance. C'est-à-dire que lorsque vous achetez une obligation, vous allez prêter de l'argent à un créancier. Et donc là, dans le monde de l'obligataire, il y a tout un tas de produits en fonction de l'échéance. Donc, les moins risqués, évidemment, c'est de l'obligataire court terme ou très court terme. C'est-à-dire que vous prêtez à une échéance de quelques mois. Donc, évidemment, plus l'échéance est courte, plus le risque de défaut de l'emprunteur est faible. Ah oui. Et à l'inverse, plus l'échéance est longue... Si on me rembourse au bout de 2 jours, bon, je me dis ça va le faire. Si c'est dans 10 ans, il peut s'en passer des choses. Tout à fait, exactement. C'est exactement ça. Donc l'horizon d'investissement va jouer sur le risque de l'obligation. Il y a aussi ce qu'on appelle la qualité de l'émetteur. C'est-à-dire que vous allez prêter... C'est qui l'émetteur? Alors, les émetteurs, ça peut être des États, comme on l'a dit, des États qui vont émettre des obligations pour se financer sur les marchés. Donc la France, par exemple, parce qu'on a parlé de la dégradation de la notation de la dette de la France, c'était il n'y a pas si longtemps. Exactement. Donc, la France est un émetteur. C'est un émetteur d'obligations, et il y a aussi des entreprises qui émettent des obligations, donc d'entreprises de plus ou moins bonne qualité. On a donc ce qu'on appelle ces ratings, ces notes, qui vont faire que plus une entreprise... Comme pour les États, en fait, tu m'expliques, c'est ça? Comme pour les États. Les entreprises, comme les États sont notés, en fait, selon leur qualité, leur capacité à rembourser. Et donc, plus l'émetteur aura une bonne note, on va dire, plus l'espérance d'être remboursé à terme est élevée, mais évidemment, moins la prime va être importante, puisqu'on ne va pas prendre beaucoup de risques. Et à l'inverse, plus la note de l'émetteur est faible, plus le taux de l'obligation, enfin le rendement va être potentiellement important, mais là, on se retrouve avec un risque de défaut. C'est une remarque de Real World Assets qui nous suit sur YouTube qui disait « Après, je comprends cette dame, mais elle doit comprendre que pas de risque, pas de rendement. » Très belle illustration avec ce que tu es en train de nous dire. C'est ça, exactement. Ça rapporte plus de prêter à une petite entreprise, par exemple, sur laquelle on a un risque de paiement, que de prêter, par exemple, à la Suisse ou aux États-Unis, où là, le risque de défaut est beaucoup plus faible. Donc, l'univers obligataire, on a l'horizon d'investissement. Plus l'horizon est court, moins il y a de risques. Plus l'horizon est long, plus il y en a. Et il y a la qualité de l'émetteur. Donc, souvent, on distingue ce qu'on appelle les obligations investment grade, qui sont les obligations les mieux notées, donc de la part d'entreprises extrêmement solides ou bien d'États qui ont montré leurs preuves dans leur capacité à rembourser leurs dettes. Il y en a. Exactement, il y en a encore, de moins en moins, mais il y en a. Et ce qu'on appelle le high yield, donc ce qu'on appelle le haut rendement, où là, ça va être les obligations un peu moins bien notées et qui vont permettre d'avoir des taux un peu plus importants. Ça peut sembler un peu complexe. Là, déjà, on est rentré un petit peu loin. Tu as été un peu technique, je trouve. Mais n'hésitez pas à poser des questions, justement, si vous voulez en savoir plus. Notamment, comment, une fois qu'on a expliqué tout ça, on peut s'investir concrètement sur ces sujets. Mais on va quand même aller jusqu'au bout de la slide. Après les obligations, là, il y a les actions. Et là, pour le coup, ça parle
plus naturellement à pas mal de monde. C'est ça. Les actions, souvent, c'est... Quand on veut démarrer un investissement, on pense à l'univers des actions, acheter du Total, du LVMH, du Apple, du Tesla, etc. C'est un peu plus risqué que les obligations, puisque dans une obligation, vous prêtez de l'argent à une société ou un pays, alors que lorsque vous achetez une action, vous allez acheter une part de capital. Ouais. Donc vous participez au capital d'entreprise. Sur les échelles de risque, généralement, les produits avec des sous-jacents actions sont généralement entre 4 et 5. Et évidemment, ça va dépendre du type d'action que vous allez mettre dedans. Par exemple, les actions, par exemple, un fonds ou un ETF d'actions internationales européen va être un peu moins risqué qu'un fonds thématique par exemple, dans lequel vous allez acheter uniquement un secteur, par exemple comme le secteur de l'énergie ou bien... tu me parles de diversification. À un moment, si on veut être sûr, parce que tous les secteurs économiques évoluent pas au même moment, finalement, ça peut être intéressant d'avoir un petit peu de chaque. Comme ça, quand l'un va moins bien, on peut espérer que l'autre va mieux. C'est ça, exactement. Ouais. Ça permet de mitiger les risques. Ouais. Après, à l'inverse, si vous, c'est comme tout en fait. Si vous diversifiez, vous allez mitiger votre risque, mais par contre, vous allez peut-être passer à côté du secteur qui va exploser à ce moment-là, mais vous allez aussi passer à côté potentiellement du secteur qui va beaucoup se dégrader à ce moment-là. Donc, diversifier de façon géographique ou thématique, ça peut évidemment être un bon moyen pour mitiger le risque, mais quand même prendre du risque. On le rappelle, sur le long terme, les actions, c'est la classe d'actifs qui performe le plus. Oui. Quand on regarde... c'est pas nous qui le disons, hein, plusieurs études montrent que 30, 40, c'est la classe d'actifs qui performe le mieux, malgré les accidents de parcours. Exactement. Oui. Alors, sur le très court terme, évidemment, il peut y avoir des chutes très importantes. On pense évidemment aux crises financières 2008, 2001, ou bien juste au début du Covid. C'est très volatile, ça peut baisser très fortement. Mais si on a beaucoup de temps devant soi, si on est capable d'investir petit à petit, régulièrement, on sait que c'est la classe d'actifs qui, sur le long terme, performe le plus, malgré la volatilité qu'il peut y avoir en cours de chemin. Je te propose de prendre quelques questions avant de terminer cette slide qui sont en train de tomber en direct, notamment Pao07, moi j'aime bien les pseudos de nos clients. On peut donc perdre en capital pour les obligations. Ah, question intéressante. Absolument, oui, une obligation, parce qu'on a toujours ce... Alors, il y a le risque, effectivement, de la revente en cours de vie de l'obligation, où la valeur peut changer en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. Et puis, il y a le risque aussi de défaut de celui à qui on a prêté, si jamais il ne rembourse pas son obligation. Donc, l'obligation n'est pas garantie. La façon de se protéger dans une obligation, c'est de choisir la qualité de l'émetteur la plus importante, ou bien de choisir un horizon de temps très court dans lequel on va limiter le risque de défaut, évidemment. Très bonne question de Cécilia qui dit sur quelle plateforme s'achètent les obligations ? Alors, les obligations en direct, c'est un produit qui est assez difficilement accessible au grand public. On en vend quelques-unes. Pouvoir arriver comme ça et puis demander une obligation. Souvent, les tickets d'entrée sont très importants. Tickets d'entrée, explication. Alors, le montant minimum pour investir, il est très important. Sur Boursorama, on en commercialise quelques-unes. D'accord. Mais généralement, pour s'exposer à l'univers obligataire, le plus simple, c'est de passer par des fonds d'investissement, par des OPCVM. D'accord. Donc, c'est des produits qui vont... un gérant va acheter un panier d'obligations suivant une stratégie. Donc, par exemple, il y a des fonds d'obligations, on l'a dit, très court terme, 6 mois. Donc, ça va être un gérant qui va acheter uniquement des obligations qui sont à échéance 6 mois. Il y a des fonds d'obligations dits high yield. Ils vont acheter uniquement des obligations qui ont une certaine note au rendement. Une entreprise un petit peu moins bien notée. Exactement. Ça, si j'ai bien tout compris. Ouais. Et à côté, des fonds d'obligations investment grade qui, au contraire, eux, ils ne vont jamais acheter d'obligations en dessous d'une certaine note. Est-ce qu'on peut, c'est une remarque de Real World Assets qui nous suit avec attention, il dit elle peut aussi acheter des ETF obligataires ? Bah oui, c'est vrai. Exactement, ça. Il en explique ETF rapidement. Alors ETF, ce sont des fonds indiciels cotés en bourse. Oui. Alors, la différence avec un OPCVM, c'est qu'ils vont fluctuer tout au cours de la journée d'ouverture des marchés. Oui. Vous allez pouvoir les acheter et les vendre en cours de journée. Alors qu'un OPCVM, généralement, vous allez vous positionner dessus, vous serez, suivant l'heure de centralisation du produit, vous allez être positionné le lendemain ou bien à J+2. Et du coup, la question qu'on va se poser quand on est particulier, c'est ces fonds ou ces ETF, est-ce que c'est accessible ? C'est-à-dire, est-ce que je peux investir dans ces produits pour un petit montant ? Tout à fait, justement, c'est l'avantage, par exemple, dans l'univers obligataire où les produits sont difficilement accessibles pour les particuliers. Dans l'univers des fonds, vous allez avoir des produits avec ce qu'on appelle des valeurs liquidatives, donc c'est-à-dire c'est le prix d'une part du produit qui va être plus faible, et dans ces cas-là, vous allez pouvoir acheter donc, des multiples de ce prix.
Donc il y a des produits qui commencent à partir de 5 euros. Donc là, vous allez pouvoir vous exposer de façon... 5 euros, ça c'est cool. Voilà, ça c'est vraiment les produits les plus... Maintenant, il y a de plus en plus d'émetteurs qui vont lancer des parts d'ETF notamment à 5 euros pour pouvoir permettre de s'exposer à partir d'un petit montant. Bon, on va reprendre les questions tout à l'heure. On va finir ces slides avec peut-être les dernières marches de l'escalier. J'imagine les plus risquées, celles aussi peut-être qui peuvent m'offrir le rendement le plus attrayant. C'est ça. C'est des produits, donc on le dit, hein, effectivement, il n'y a pas de rendement sans risque. Donc plus vous allez prendre de risques, plus potentiellement vous allez avoir du rendement. Donc dans les marches 6 à 7, donc de l'échelle de ce qu'on appelle le SRI, vous avez des produits, on pourrait qualifier d'exotiques, donc tout ce qui est matière première. D'accord. Matière première, c'est pas forcément une classe d'actifs qu'on conseille aux débutants, peut-être qui nous regardent aujourd'hui, qui peut avoir des variations très importantes en fonction de la géopolitique. Il y a pas mal de solutions sur les autres marches, voilà, exactement, un petit peu avant. Des aspects climatiques. On a aussi tout ce qui est actions émergentes, donc par exemple des actions de pays dans lesquels les marchés boursiers ou l'efficience des marchés est un peu moins importante, dans lesquels vous allez avoir potentiellement un peu plus de risques. On a aussi tout ce qui est produits à effet de levier. Donc les produits à effet de levier, ça va être des produits qui vont intégrer des composantes de dérivés qui vont permettre de... Oh là là, non. Ça veut dire quoi, effet de levier? Moi, ce que je comprends simplement, c'est que en gros, je peux voir une hausse ou une baisse d'un indice sur un produit ou sur une action multipliée par un certain nombre de fois, c'est ça? Exactement. Donc ça va... C'est génial et c'est hyper dangereux à la fois. Donc c'est pas du tout à conseiller à des investisseurs débutants. C'est non pour ce soir, si vous me regardez. Vous pouvez faire autre chose. Mais comme on fait l'échelle en entier, on en parle quand même. Ça vous montre qu'il y a tout aussi une ingénierie financière et une innovation qui permet aussi d'avoir des produits justement qui font ce genre de choses, qui vont répliquer des indices à la hausse, à la baisse, qui vont les doubler, qui vont les diviser par deux. Ces produits-là sont vraiment complexes à réserver dans une diversification, une petite poche son patrimoine, après, on va dire, études et formation aussi sur ces sujets. Ouais. Et on a aussi, dans cet univers-là de 6 à 7, tout ce qui est cryptoactif, donc extrêmement volatile. Et on a aussi dans les produits, on va dire risqués, c'est pas forcément la volatilité, mais souvent les produits dits de private equity sont classés dans les plus risqués parce qu'on est sur des produits qui sont non cotés, donc dans lesquels l'information circule peut-être un peu moins. D'accord. Et surtout, dans le private equity, vous avez ce problème de liquidité. Vous avez des produits sur lesquels vous pouvez être collé pendant 5, 6, 7, 10 ans sans pouvoir sortir. Donc c'est vraiment des produits qui, sur le long terme, proposent des performances qui sont extrêmement intéressantes historiquement pour la plupart des produits, en contrepartie évidemment toujours de ce risque de perte en capital, et vraiment le produit qui incarne le plus le risque de liquidité, c'est celui-ci. Souvent, plus vous allez avoir une expérience de performance forte sur private equity, plus vous allez avoir une absence de liquidité sur ces produits. Bon, on le disait, on montre toute la gamme, tout l'éventail, c'est encore une fois pas des produits qu'on conseille à des débutants, il y a plein de solutions qui arrivent avant et qui sont... plus sécurisées, même si elles ne sont pas complètement sûres. Donc voilà, c'était pour avoir un panorama général. Et cette question de Mustapha qui est tombée forcément à un moment où le cours de l'once d'or bat des records, l'or est-il classé dans les matières premières? Et oui, forcément, on va se demander si on n'a pas envie d'avoir un petit peu d'or en ce moment dans son patrimoine. Absolument, effectivement, l'or c'est une matière première, Donc c'est risqué. Et c'est risqué, c'est volatile, effectivement, c'est pas un livret A, c'est pas une obligation court terme. L'or, ça a sa place dans une allocation d'actifs, effectivement, depuis toujours. On a des produits qui permettent de s'indexer à l'or. Ça peut avoir du sens d'en avoir une poche dans son portefeuille. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'or, il ne va pas produire de rendement. Quand vous achetez une action, alors vous comptez effectivement sur les salariés d'entreprise pour générer de la valeur, pour faire de la croissance, distribuer des dividendes potentiellement, faire des salariés de Nvidia, ils bossent bien, par exemple. Exactement, voilà. Sur l'or, vous allez acheter un stock d'or et dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera le même. C'est uniquement, la valeur va se faire en fonction de l'évolution des autres produits. C'est-à-dire, si jamais, évidemment, il y a de l'inflation, que la monnaie baisse, si jamais il y a des entreprises qui sous-performent, etc. Donc, ça peut avoir du sens d'en avoir dans son allocation. Il faut avoir en tête que c'est quelque chose de totalement inerte, qui ne génère pas de rendement et qui peut présenter une protection. Et historiquement, on l'a vu, dans certaines périodes, ça a pu permettre effectivement de protéger un capital. Bon, toujours en avoir dans l'allocation d'actifs, ça c'est intéressant. On va avancer une fois qu'on a vu cette échelle de risque, parce que la question qui vient après, c'est ok, le livret A, j'en ai souscrit un, je mets un petit peu, j'en ai. Si je veux acheter ces autres produits d'épargne, ça va se passer en ouvrant d'autres types de produits. Quel est l'éventail de produits et est-ce que c'est compliqué de les ouvrir en gros?
C'est ça. Parce que souvent, on se pose la question, comment on fait? Bah oui. C'est vrai que c'est compliqué, on se dit, on a posé la question, les obligations, comment on en achète, mais aussi les actions, comment on fait, les fonds, les ETF, les produits de bourse. C'est vrai que ça peut paraître compliqué. Donc, chez Boursobank, vous avez un éventail en fait, de ce qu'on appelle des enveloppes d'investissement qui vont vous permettre justement de faire l'acquisition de ces produits. Donc, on va très rapidement expliquer ce que c'est. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, qui ont un compte courant, qui ont un livret A et qui ont peut-être des livrets non réglementés aussi. Donc, on a parlé de l'assurance vie. L'assurance vie, c'est une enveloppe d'investissement. Donc, vous l'ouvrez et au sein de cette enveloppe, vous allez pouvoir acheter des produits d'investissement. Je fais une métaphore de l'œuf, c'est une coquille d'œuf en fait, l'assurance vie que je vais venir remplir en quelque sorte. Exactement. Et on va remplir avec des produits financiers. Parce que votre livret A, on peut dire que c'est aussi une enveloppe, mais vous la remplissez avec des euros. Donc les euros que vous avez gagnés avec votre travail, par exemple, vous les mettez dans votre livret A et ça génère ce rendement. Dans l'assurance vie, avec les euros que vous avez gagnés, vous allez acheter des produits. Donc on a dit, il y a le fonds en euros, c'est le produit socle, base. Et il y a aussi tout un tas de ce qu'on appelle des classes d'actifs, donc les classes d'actifs dont on a parlé, que vous allez pouvoir loger au sein d'une assurance vie. Donc déjà, ce fonds en euros dont on a parlé tout à l'heure, je le mets dans mon assurance vie. Ça, c'est quelque chose que c'est dans le cadre de l'assurance vie. Je ne mets que dans le cadre de l'assurance vie. Le fonds en euros existe uniquement dans l'assurance vie, également aussi dans ce qu'on appelle le plan d'épargne retraite, qui est, on va dire, souvent une forme d'assurance vie avec des règles un peu spécifiques. Ok, on ne va pas rentrer tout de suite là-dedans, mais en tout cas, voilà, sur le fonds. Donc l'assurance vie, ça permet donc d'acquérir donc ces produits financiers au sein de cette enveloppe avec ce qu'on appelle le cadre fiscal avantageux, c'est-à-dire que tant que vous restez dans l'univers de l'assurance vie, vous n'avez pas de frottement fiscal, on le dit, donc vous pouvez acheter, vendre sans payer d'impôts tout de suite et vous serez fiscalisé uniquement à la sortie. Donc avec des règles qui sont extrêmement nombreuses, compliquées. Ce qu'il faut avoir en tête, peut-être... Là aussi, on a fait des webinaires sur le sujet. Voilà, pour faire très simple, c'est que l'assurance vie, les avantages jouent à plein à partir de 8 ans de détention. Donc, il y a cette notion de prise de date qui est importante. À partir de 8 ans, vous pourrez retirer un certain nombre d'argent. Je vais en profiter pour poser pas mal de questions parce que beaucoup de questions sont en train de tomber sur l'assurance vie et je pense que c'est le bon moment pour en parler. Justement, on borde dans le cadre d'une assurance vie, doit-on laisser l'argent pendant 8 ans ou peut-on retirer des sommes d'argent sans pénalité? Alors, il n'y a pas de pénalité au contrat. Par contre, avant 8 ans, vous serez imposé ce qu'on appelle selon le droit commun, c'est-à-dire il n'y a pas d'avantage fiscal. Les avantages fiscaux, commencent au bout de 8 ans. La question de Ben, y a-t-il des frais quand on récupère son argent du fonds euro? Même réponse, un petit peu. Alors, pas de frais pas de frais de retrait. Vous allez pouvoir... En fait, sur le fonds en euros, vous allez payer des frais de gestion tous les ans, c'est-à-dire que en fait, le rendement que vous recevez, la participation aux bénéfices que vous recevez tous les ans, elle est défalquée des frais. Donc les frais sont prélevés en amont. Et ensuite, les frais que vous allez payer, en fait, c'est la fiscalité. Vous allez payer les... Alors sur le fonds en euros, c'est un peu particulier, parce que les prélèvements sociaux sont payés immédiatement. Et ensuite, vous retirez votre argent quand vous le souhaitez. Question de Julien, j'ai souscrit une assurance vie Bourse Vie, mais je n'arrive pas à avoir la certitude que c'est sur un fonds euro. Est-ce que toutes les assurances vie Bourse Vie s'appuient sur des fonds euros? Je spoil un peu la suite du truc, mais peut-être réponse très rapide avant qu'on continue sur les différentes enveloppes. Alors, l'assurance vie, et d'ailleurs la plupart des enveloppes aussi chez Boursobank, permet d'avoir 2 modes de gestion. On a ce qu'on appelle la gestion pilotée. Donc, la gestion pilotée, c'est vous confier la gestion de votre épargne à un gérant qui va faire lui-même les arbitrages, c'est-à-dire qu'il va choisir les fonds, qui va les vendre, qui va les acheter. Vous n'avez plus rien à faire. Quand vous êtes en gestion pilotée, vous n'êtes pas investi sur le fonds en euros, ou alors pas que, vous êtes investi sur ce qu'on appelle les unités de compte, donc c'est toutes les classes d'actifs dont on a parlé. Donc il faut qu'il regarde sur quoi il est investi. Exactement. Et qu'il rentre dans son contrat pour voir exactement sur le mode de gestion. S'il est en gestion pilotée, a priori, il n'est pas sur le fonds euro. S'il veut passer sur le fonds euro, il faut qu'il bascule en gestion libre, dite gestion libre, où là, il va choisir potentiellement le fonds en euros, mais aussi tout l'univers de produits d'investissement qui sont disponibles au sein de cette enveloppe. On poursuit rapidement notre explication des produits. On a passé sur l'assurance vie, mais c'est pas la seule. Non, c'est pas la seule. L'assurance vie, c'est une enveloppe qui permet d'investir dans quasiment toutes les classes d'actifs qui existent, presque. À côté, vous avez ce qu'on appelle le PEA. Donc le PEA, c'est un plan d'épargne en action. Et il va falloir m'expliquer tous les cycles ce soir. Pardon. Parce que moi aussi, je dis, ouvrez un PEA, et là, y compris au sein de Boursobank, parfois certains me disent, mais attends, Alors, on explique. Plan d'épargne en action, c'est une autre enveloppe d'investissement. Alors là, c'est un peu plus restrictif, puisque vous pouvez en avoir un seul par personne, alors que les assurances vie, vous pouvez en ouvrir autant que vous le voulez. Vous avez un plafond de versement de 150 000 €. Ça laisse le temps de voir venir, mais au-delà de 150 000 €, vous ne pouvez plus verser d'argent. Et aussi, vous avez un univers d'investissement qui est un peu plus restreint, mais vous avez quand même un bon terrain de jeu, puisque vous avez tout ce qui est actions, OPCVM et ETF de l'espace économique européen. Donc,
il y a quand même un nombre d'entreprises, toutes celles du CAC 40, d'entreprises d'autres pays, ou bien des fonds ou des ETF qui ont ces sous-jacents-là. Et magie de la finance, vous avez même des produits qui permettent de s'exposer à des indices extra-européens, donc des produits qui permettent de s'exposer à l'économie mondiale, à l'économie américaine, par un jeu de l'ingénierie financière. On va pas dans les détails aujourd'hui, mais qui permettent de faire ce genre de choses. Ça veut dire que dans mon PEA, alors qu'au départ, je suis plutôt censé être sur des actions européennes, je peux avoir finalement des indices américains dans certains produits. Exactement. On peut avoir une exposition américaine ou monde au sein du PEA. Carole, et ça va finalement à la fois répondre à la question et faire la transition, nous disait: ces solutions alternatives sont-elles adaptées au public, au grand public qui ne s'y connaît pas en bourse, qui dispose de peu de temps pour apprendre et gérer ces dispositifs? Est-ce qu'ils sont transférables facilement à des enfants mineurs en cas de décès? Elle prévoit déjà ce genre d'aspect. Et comment s'assurer que dans ce cas, l'argent revienne une fois à l'enfant à la majorité? Donc il y a plusieurs questions. On va déjà sur le côté. Finalement, j'ai bien compris que je dois diversifier. J'ai peur de me planter et j'ai pas forcément le temps. Est-ce que là-dessus, la gestion pilotée dont vous parliez peut être la bonne solution? Effectivement, c'est tout à fait légitime comme question, parce que on fait de la pédagogie, on rentre dans le sujet, mais on sait que beaucoup de gens n'ont pas forcément envie d'y consacrer trop de temps. Ça reste quand même important, on l'a dit, hein, le patrimoine, c'est le fruit de son travail, c'est ce qu'on essaye de transmettre à ses enfants, c'est ce qui nous permet d'acheter sa maison, de faire des projets, donc ça vaut quand même le coup de se former et de passer un petit peu de temps sur la question. Après, si on n'a pas envie, évidemment, de passer sa journée à suivre les marchés financiers, à acheter, à vendre, etc., les solutions de gestion dites pilotées, conseillées, à horizon, suivant les produits, peuvent être des bonnes solutions. C'est-à-dire que vous ouvrez une enveloppe d'investissement et chez Boursorama, dans toutes les enveloppes d'investissement, on propose ces solutions de gestion pilotées ou conseillées. C'est pas une obligation, c'est un choix qu'on peut faire. Ouais. Et comment ça fonctionne? Alors ça, c'est assez... pour un débutant, ça peut être une bonne solution parce que vous avez ce qu'on appelle un questionnaire investisseur qui est posé au démarrage. Ah, et souvent, c'est rasoir, ça. On n'a pas envie de le faire. Voilà, on peut trouver ça... On se dit, mais pourquoi ils me demandent tout ça? Pourquoi ils veulent savoir? On peut trouver ça un petit peu pénible, mais c'est vrai que... Alors déjà, c'est la réglementation qui le demande, mais ça a aussi du sens parce que ça permet de faire un auto-diagnostic de ce que l'on souhaite, c'est-à-dire quel est mon horizon d'investissement, quelle est ma sensibilité au risque? Est-ce que je dormirais bien le soir si mon placement un jour fait moins 20%, moins 25%, ou au contraire, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter, donc je ne vais pas vers ce genre de choses. Et donc toutes ces questions-là, elles vont permettre de créer en fait un profil investisseur. Et en fonction de votre profil, donc ça va être souvent une fonction de votre horizon de placement et de votre appétence au risque, on va vous conseiller un profil qui est du plus au moins volatile, du plus au moins risqué, et qui va permettre justement donc, de coller avec vos attentes. Thomas, tu as employé un terme à plusieurs reprises qui n'est pas forcément clair pour tout le monde, c'est celui de volatilité. Tu peux nous expliquer ce concept de volatilité dans les produits, parce qu'on a bien compris le risque de perte en capital, d'illiquidité, donc quelque chose que je ne peux pas vendre facilement, en tout cas qui peut prendre du temps. C'est quoi la volatilité? Expliquez très simplement. Très simplement, la volatilité, c'est les petits numéros en vert, en rouge, qu'on voit sur les actions qui montent et qui descendent, en gros. Sur un fonds en euros, la volatilité est très faible parce que vous allez augmenter tous les ans d'un tout petit peu en fonction des rendements. Sur un fonds monétaire, c'est pareil. Ça peut monter et baisser en cas de taux négatif, mais ça va être une pente et une évolution qui va être extrêmement douce. Ça va monter de quelques pourcents, ou plutôt quelques centièmes de pourcentage. À l'inverse, sur des actions ou par exemple sur des matières premières ou sur des cryptoactifs, vous pouvez avoir des évolutions même au sein d'une même journée. Ça peut faire plus 10, plus 20, moins 10, moins 20. C'est ça la volatilité. Ce sont les variations, finalement, du produit que j'ai acheté, que ce soit une obligation, que ce soit une action. Et donc il y a des produits qui par nature peu varier. Ils peuvent varier à la hausse, à la baisse, mais ils vont varier dans un intervalle ou alors lentement. Tout restreint. Exactement. Et à l'inverse, il y a des produits sur lesquels, même au sein d'une même journée, vous allez pouvoir avoir des variations qui sont extrêmement importantes. Bon, voilà, on va passer aux questions, sauf si vous voulez rajouter quelque chose sur cette présentation, mais je pense que l'essentiel a été dit, on aura l'occasion d'y revenir. Des questions qui sont tombées en direct de nos clients. Aurélie nous dit, où se situe le livret Bourse Plus sur l'échelle de risque? Alors le livret Bourse Plus, c'est comme un livret réglementé à cette différence près qu'il n'est pas réglementé. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça change pour... La différence, c'est que ce n'est pas un livret d'État. C'est-à-dire c'est le livret A, le LDDS, le livret de développement durable et solidaire, ou bien le livret d'épargne populaire, c'est des produits d'État. Donc les règles sont fixées par les pouvoirs publics. Et c'est à ce titre-là qu'ils sont exonérés d'impôts. Le livret Bourse Plus, c'est un livret maison. Donc vous allez... il fonctionne
à peu près pareil qu'un livret A, sauf que le taux de ce livret, il est fixé par la banque, donc il est discrétionnaire, la banque peut le changer quand elle le souhaite. Et il y a aussi cette différence par rapport au livret dit réglementé, c'est qu'il est fiscalisé. Donc le taux qui est affiché, vous allez apercevoir un rendement, mais derrière, vous allez payer des impôts sur le rendement de ce livret, contrairement au livret réglementé. Bon, important à savoir. Brigitte nous demande, est-il utile d'avoir une assurance vie et un PEA? Est-ce qu'on prend les deux quand on veut diversifier? La réponse est oui. Oui. Le mieux, c'est d'avoir les deux. Les deux sont vraiment... Pourquoi, mon capitaine? Répondre à des objectifs complémentaires. D'accord. L'assurance vie, ça permet de loger des classes d'actifs qui sont très différentes. Ça va du fonds en euros jusqu'au private equity, en passant par l'obligataire, court terme, moyen terme, les actions et d'autres classes d'actifs. Le PEA, vous êtes limité, entre guillemets, aux actions, mais on va dire... Et il y a un plafond aussi. Il y a un plafond aussi, 150 000 euros. Oui. Il n'y a pas les avantages en matière de transmission que peut avoir l'assurance vie, mais par contre, l'une des règles qu'on peut donner de façon générale, après ça va dépendre de chacun en fonction des volontés de transmission et surtout de l'âge aussi. À partir Chaque situation est personnelle, il n'y a pas de conseil général qu'on peut donner comme ça. Le conseil un petit peu qu'on pourrait donner, dans un cadre un petit peu basique, c'est qu'à partir du moment où une classe d'actifs est éligible au PEA, ça a du sens de la loger dans ce PEA. Parce que le PEA, c'est... Vous l'aimez bien, le PEA. Hein, c'est une enveloppe, effectivement, qui ne supporte pas de frais de gestion, donc d'enveloppe. C'est-à-dire que vous n'avez pas cette petite érosion qui est faible, mais qui, sur le long terme, a un effet qui est assez important. Et surtout, c'est après les livrets réglementés, donc qui sont totalement exonérés d'impôts, le livret A de plus de 5 ans, c'est l'enveloppe d'investissement la moins fiscalisée de toutes. Sur l'assurance vie, vous avez des abattements, mais vous n'avez pas autant d'avantages fiscaux à la sortie. Donc, sur le match assurance-vie PEA, l'assurance-vie gagne le match d'un point de vue transmission, succession du patrimoine. En revanche, pour les actions et pour la constitution et faire fructifier son patrimoine dans la partie action, c'est plutôt le PEA qui gagne. Bon, très clair. J'ai beaucoup aimé ta réponse. Cuisson 86, quand je dis que les pseudos sont géniaux, je n'ai pas pu assister au tout début du webinaire, j'ai posé la question, y a-t-il des frais de gestion sur les versements investis et quel pourcentage sur les retraits? Alors les frais, parce que oui, on n'en a pas parlé des frais, mais quand on investit, c'est aussi ce qui vient grever la performance et notamment sur le long terme. C'est ça, les performances négatives de l'épargne. Déjà, la performance négative de l'épargne dont on parlait, la première performance négative, ce sont les frais. En fait, c'est la seule performance négative qui est certaine avec la fiscalité, c'est-à-dire que quand vous avez un produit avec des frais, vous démarrez à moins quelque chose, et donc il va falloir que vous génériez plus de performance que ces frais, déjà juste pour retrouver vos petits. Donc je pense que... comment il s'appelle déjà? C'était Cuisson 86. Cuisson 86 parle sûrement peut-être probablement des frais de gestion ou des frais de versement. Frais de versement, là, je crois que c'était ce qui était évoqué. Des frais de versement qui existent dans l'assurance vie, donc c'est vrai que dans la plupart des établissements dits traditionnels, donc les banques de réseau, les distributeurs de type physique, dans lesquels vous vous déplacez dans un bureau, etc., pratiquent ce genre de frais, c'est-à-dire vous investissez une somme, on va ponctionner des frais. Sur les assurances-vie bourse aux banques, il n'y a pas de frais sur versement. Donc déjà, vous n'avez pas cette notion de frais. Donc vous avez, lorsque vous ouvrez un contrat, d'ailleurs dans la plupart des contrats en ligne, l'absence de frais sur versement, déjà, c'est quand même un bon avantage par rapport à des contrats plus classiques. Vous partez, 100% de la somme que vous avez versée est investie et commence à travailler. Les frais qui vont être ponctionnés, parce qu'on va forcément y venir, ce sont des frais de gestion. Donc les frais de gestion, ils sont de deux natures. Souvent, quand vous achetez des produits financiers... On peut peut-être remonter la slide d'ailleurs, hein, parce que je pense que... Ah non, on n'est pas tellement sur les frais, on est plutôt sur la fiscalité, mais c'est pas grave, on peut remonter les produits quand même. Pas de problème. Donc effectivement, sur l'assurance vie, vous avez ce qu'on appelle des frais de gestion d'enveloppe, donc qui sont au niveau de l'enveloppe d'investissement. Tous les ans, vous allez avoir c'est de l'ordre de 0,75% par an. Là, tu parles de quoi? Tu parles sur Bourse Vie. Sur Bourse Vie, d'accord. Donc vous avez les frais de gestion de l'enveloppe. Sur le PEA, vous n'avez pas de frais dits d'enveloppe. Après, par contre, quand vous achetez à partir du moment où vous achetez des produits, évidemment, ces produits sont créés par des sociétés de gestion, ils sont gérés par des gérants, il y a du monde derrière, il y a des règles à respecter, donc forcément, c'est pas gratuit. Et donc, vous allez payer des frais de gestion sur, par exemple, les OPCVM, les ETF, qui sont plus ou moins importants en fonction de la nature des produits et en fonction des sociétés de gestion. Donc, les ETF sont des produits qui sont
très peu chargé en frais. On est de l'ordre de quelques dixièmes ou centièmes de % suivant les produits. Donc quoi, concrètement, c'est 0,1, c'est ça? Voilà, 0,10, 12 de frais par an. Et sur les OPCVM, c'est un peu plus important. On est plutôt entre 0,5, 1, voire 2% suivant les produits de frais qui sont ponctionnés tous les ans. Isabelle nous demandait, j'ai pas compris la précision écrite pour l'assurance vie jusqu'à 4 600 € par an. Je pense que ça parle fiscalité là. Exactement. Ouais. Là, en fait, on prend le temps d'expliquer. C'est ce qu'on appelle un abattement fiscal, c'est-à-dire que sur une assurance vie qui aura plus de 8 ans, vous pouvez retirer jusqu'à 4 600 € sans payer d'impôt sur le revenu. D'accord. Vous ne payerez que les prélèvements sociaux. Et ce plafond, il est doublé dans le cas d'un couple marié. Donc ça veut dire que tous les ans, à partir du moment où votre assurance vie a plus de 8 ans, vous pouvez, cette somme-là que vous retirerez, elle est exonérée d'impôt sur le revenu, elle ne supporte que les prélèvements sociaux. Justement, toujours sur l'assurance vie, beaucoup de questions sur l'assurance vie. Peut-être que justement les gens se disent que c'est le moment de passer le pas et d'ouvrir enfin ce contrat dont ils entendent parler, qu'ils n'osent pas ouvrir. L'assurance vie peut-elle être contractualisée? C'est une question de MGF posée au début du webinaire. Peut-elle être contractualisée pour un couple ou est-ce un contrat individuel? Est-ce qu'à la manière de certains comptes bancaires et comptes joints, je peux faire un contrat d'assurance vie joint? Ça existe, les contrats d'assurance vie joint, ça peut avoir du sens. Après, c'est aussi intéressant d'avoir deux contrats individuels, puisqu'on peut avoir autant de contrats qu'on le veut en assurance vie. Donc, on peut faire des contrats joints comme faire des contrats individuels. Gaëlle nous avait posé une question au moment de l'inscription, Thomas. Elle nous disait « Bonjour, je viens d'ouvrir un PEA et je souhaiterais investir environ 10 000 €. J'aime bien, elle nous dit sur des actions pas trop risquées, sachant que j'ai un profil plutôt, entre parenthèses, très prudent. » Et on peut déjà dire à Gaëlle qu'elle est comme beaucoup de gens dans sa situation. Objectif, constituer une épargne pour ma retraite. Dans 7 ans, en fonction des résultats, je ferai potentiellement d'autres versements. Merci pour vos conseils. Elle nous dit, je pensais par exemple à Total Energy ou au secteur de l'IA. Alors déjà, on va être clair dès le départ, on va pas faire de conseil d'investissement ce soir, on va pas lui recommander, on ne peut pas faire ça, Gaël, vous recommander telle ou telle valeur, mais on peut quand même donner des règles de gestion, notamment je pense à son investissement de 10 000 €. Il y a une question qui revient souvent, c'est je veux diversifier, j'ai rempli mon livret A, et il y avait une question d'ailleurs, peut-être que j'ai enlevé, on y reviendra, sur est-ce que c'est intéressant de plafonner son livret A ou d'aller chercher plutôt ailleurs. Mais restons sur notre question. J'ai mes 10 000 €, est-ce que je vais les investir tout de suite? Ou est-ce que c'est pas plus intéressant de finalement les investir petit à petit, quand bien même cette somme est déjà disponible? Alors la question de Gaëlle, elle est très intéressante parce qu'effectivement, elle brasse plein de choses. Elle brasse pas mal de notions. Et on va essayer de revenir dessus les unes après les autres. Donc déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que quand on a un profil prudent, les actions, je vais dire, c'est relativement incompatible. Parce que les actions, par définition, on l'a dit, les actions, c'est volatile, ça peut monter, ça peut baisser. On peut quand même dire qu'il y en a qui sont moins volatiles que d'autres. Il y en a qui sont moins volatiles. Il y a une façon d'investir dedans aussi qui peut permettre de limiter la volatilité. Mais il faut avoir en tête que l'horizon d'investissement des actions, c'est le long terme. Alors, c'est quoi le long terme, Thomas? Qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, on disait que Keynes disait que l'euthanasie, c'est l'inflation. C'est aussi à long terme, on sera tous morts. C'est ça que tu vas me sortir. Exactement. Donc le long terme, alors c'est sur les actions, on va dire qu'on a un horizon d'investissement qui est à peu près, on va dire 8, 10, supérieur à 10 ans. On le voit sur les cracks boursiers qui ont pu avoir lieu ces dernières années, ces dernières dizaines d'années. C'est arrivé parfois qu'il y ait besoin de plus de 10 ans, voire plus, pour retrouver ses petits. Donc si on investit tout en haut du crack, pas de chance. Là, on perd tout de suite beaucoup. On n'a que, entre guillemets, 8 ans. C'est pas forcément on va pas forcément vivre les meilleurs moments de sa vie, avoir son compte dans le rouge. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les actions, c'est pour le long terme. Si on a, entre guillemets, que 7 ans et qu'on a besoin donc, de liquider son placement à la retraite, l'une des solutions qu'on peut donner, même si évidemment c'est pas ce qu'on appelle un conseil personnalisé, oui, bien sûr. Mais on peut avoir des solutions du type plan d'épargne retraite qui comportent ce qu'on appelle des gestions à horizon. Même aussi près du terme. Exactement, parce qu'en fait vous allez avoir ce qu'on appelle la gestion à horizon, ça va être souvent dans le cadre du plan d'épargne retraite, vous allez fixer l'âge de votre retraite comme horizon. Et vous allez avoir une désensibilisation au risque à mesure que l'horizon approche. C'est-à-dire que si vous commencez à investir 30 ans avant votre retraite, vous savez que vous avez le temps d'absorber des cracks. Donc, vous allez être relativement exposé aux actions. Par exemple, plus les années passent, plus on va sécuriser votre patrimoine de façon à ce que quand vous arrivez à la retraite, vous avez besoin de jouir de cet argent. Ah oui, que vous ne perdez pas tout la veille de votre départ à la retraite. Donc tu m'expliques qu'il y a une espèce de sécurisation progressive en fait. Exactement, sur les produits de type plan d'épargne retraite en gestion à horizon. Donc je pense que quand on est à 7 ans de la retraite,
qu'on souhaite prendre du risque, mais pas trop, ce type de solution peut être intéressant pour justement, on va dire, limiter le risque d'être dans le rouge lorsqu'on va passer à la retraite, qu'on va avoir besoin de cet argent. Question de Barney qui revient sur les 4600 €. Et c'est là où on voit que ces mécanismes de déduction fiscale, ils sont pas simples. Ben oui, on s'y arrache les cheveux, regardez les miens. Pour l'abattement des 4600 €, il nous demande s'il s'agit bien uniquement des intérêts générés. Les sommes versées ne sont pas imposées. Intéressant aussi de préciser cet aspect-là. Ça, c'est une très bonne question qui revient souvent. Oui. Effectivement, c'est uniquement les gains que vous avez effectués qui vont être imposés. Le capital que vous avez versé, lui... vous avez déjà été imposé dessus si c'est le fruit de votre travail, donc vous êtes imposé sur les gains. Et ça, c'est aussi l'occasion de revenir sur un aspect, c'est que parfois, on se pose la question de savoir est-ce qu'on garde telle assurance vie de plus de 8 ans, justement parce qu'elle a plus de 8 ans. Mais si vous êtes dans le rouge, ou alors que, on va dire, vous avez très peu de plus-value, vous pouvez tout à fait fermer le contrat, vous n'avez pas payé beaucoup d'impôts quand même, parce que c'est uniquement sur la part de gains que vous allez être taxé. Réalisé. Exactement. Il y a cette question de FB qui nous suit sur YouTube qui dit « Bonjour, quelles sont les assurances-vie sur Boursorama et quel est le taux d'intérêt ?» Moi, elle me plaît cette question parce que on garde finalement une analogie avec les produits réglementés, avec les livrets réglementés, alors qu'on n'est pas du tout sur le même animal, si je puis dire, en termes d'investissement. Exactement. Alors, chez Boursobank, on distribue un contrat d'assurance-vie qui s'appelle le contrat Bourso-Vie. Et je pense que quand il parle de taux d'intérêt, il doit parler sûrement des taux de rendement du livret A, du fonds euro. Du fonds en euros, autant pour moi. Bon, le sujet du webinaire m'imprègne. Ouais. Et ces taux de rendement, alors, ils sont annuels. Peut-être même qu'il parle de l'assurance vie en général, et c'est là où ça va être intéressant de réexpliquer la mécanique. Mais alors, je te laisse poursuivre. Généralement, mais parfois dans la presse spécialisée ou même dans la presse grand public, on fait souvent l'amalgame entre assurance vie et fonds en euros. On dit les rendements de l'assurance vie, mais en réalité, on parle des rendements du fonds en euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a autant de rendements que de fonds en euros. C'est pas comme le livret A, c'est pas le même rendement pour tout le monde. Chaque fonds en euros a son rendement. Il y a des fonds en euros qui sont plus ou moins performants. Et puis aussi, il y a des choses qui ont des mécanismes qui ont émergé ces dernières années, des mécanismes de bonus, de différenciation, qui fait que c'est un peu compliqué aujourd'hui de s'y retrouver dans la jungle des différents contrats, dans la jungle des différentes conditions pour avoir tel ou tel taux d'intérêt. Ce qu'on peut dire, c'est que chez Boursobank, il y a un contrat, c'est Bourso-Vie, qui est assuré par Generali, donc un assureur de premier plan qui est l'un des plus gros assureurs mondiaux. Et le taux de rendement de base de ce fonds en euros, donc euro exclusif, il s'appelle, en 2024 était de 3%. D'accord. Donc il a servi 3%. Et, net de frais de gestion. Net de frais de gestion. Mais la fiscalité s'approche sur ces taux-là. D'accord. Et avec des mécanismes de bonus qui sont décrits, donc les conditions actuelles sont décrites sur le site Boursobank, on pouvait avoir une bonification de cette performance en fonction de l'allocation de son portefeuille. On a John qui nous suit sur YouTube et qui dit « La bourse ou la vie, à vous de choisir. Épargnez-moi la gestion de mon épargne. » Mais c'est pas forcément galère de gérer son épargne. C'est ce qu'on essaye aussi d'expliquer ce soir. Parmi les questions aussi, on avait Dan qui nous dit « À quand une plateforme simulant des placements sur Boursobank ?» À la lumière de ce qu'on vient de se dire, c'est difficile de simuler la vie d'un placement dans laquelle on peut mettre finalement des choses qui correspondent à nos attentes. On peut peut-être lui dire qu'il y a des simulateurs qui existent, au moins pour certains produits. On en a sur l'assurance vie, on en a sur le PER aussi, c'est ça, hein, Thomas ? Oui, absolument. Et puis on a aussi tout ce qui est mécanisme de portefeuille virtuel qui permettent d'appréhender un peu ces sujets. Boursorama que moi. Oui, les portefeuilles virtuels sur le site, vous créez un compte membre sur Boursorama, vous pouvez acheter et vendre virtuellement des valeurs, et ça vous permet de vous lancer sans risque. Justement, c'est toujours le premier pas qui coûte, on dit. Et les gens qui nous regardent ce soir, ils se disent « Ok, il y a des actions, des obligations. Bon, il m'a dit d'ouvrir un PEA, pourquoi pas ?» Et souvent, Thomas, on ouvre un PEA, on est content. On a pris date. On a pris date parce qu'il va falloir que tu nous expliques ce que c'est prendre date, parce que ça t'intéresse aussi. Et puis, on fait rien. On fait rien parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on découvre aussi que pour acheter une action, il y a un carnet d'ordre, il y a des passages d'ordre. Nous, on a l'habitude d'acheter un produit en magasin et on a un prix fixe, là, on n'a pas de prix fixe, donc on est paumé. Donc au final, on ouvre l'écran, quand on est grand débutant, on regarde, et puis c'est vachement tentant de le refermer. Moi, je voudrais que tu nous donnes vraiment quelques conseils pratiques pour se mettre le pied à l'étrier, et puis que tu m'expliques aussi ce concept de prendre date. Alors, la prise de date, très rapidement. On l'a vu, les enveloppes dites fiscales, donc comme l'assurance vie, le PEA, ont cette notion de prise de date, c'est-à-dire que les avantages fiscaux jouent à plein à partir d'une certaine durée de détention. D'accord. C'est pas les versements qui comptent, c'est le moment où vous ouvrez le produit. Donc même si je mets rien dessus, si je l'ai ouvert il y a 5 ans pour le PEA,
Exactement. Alors, les avantages chez Boursorama, par exemple, on ouvre un PEA à partir de 10 euros. Donc, si vous mettez 10 euros sur votre PEA j'allais te poser la question. et que c'est la date anniversaire d'ouverture qui va compter, donc lorsqu'il aura 5 ans, les avantages joueront à plein. D'accord. Pareil sur une assurance vie, alors là, c'est 8 ans à partir de la date à laquelle, la durée à partir de laquelle les avantages jouent à plein. C'est le moment où vous avez ouvert votre contrat. Donc, c'est vrai. La première étape, c'est de prendre date. Donc ça y est, j'ai pris date. Ok, ils l'ont fait. Peut-être ce soir, allez-y, hein, ce soir, vous pouvez souscrire, tout est en ligne, c'est hyper rapide. Ils le font. Maintenant, comment je me lance? C'est ça suffit pas de prendre date parce qu'effectivement... Moi, j'ai une technique, je l'expliquerai après, mais j'aimerais bien entendre la tienne. Moi, ma technique, c'est vraiment pour ceux qui... On l'a dit, il y en a beaucoup de gens qui veulent pas prendre de risques, qui ont très très peur. Et c'est normal, hein, l'argent, c'est quelque chose de très personnel, on l'a gagné durement, on a peut-être des expériences familiales de gens qui l'ont perdu, donc c'est normal d'avoir peur là-dessus. On a toujours l'histoire du papa ou du grand-père qui a acheté des actions Eurotunnel et qui dit « Moi, la bourse, plus jamais ». Alors qu'on a grandi avec cette espèce de terreur en se disant « Mon Dieu, Eurotunnel !» C'est ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont très ancrées, on va dire, dans la psychologie. Donc si on veut démarrer de façon vraiment très très simple, moi ce que je conseille, c'est donc déjà de se former, effectivement, des webinaires comme celui-ci, ou bien le contenu sur le portail boursorama.com. De prendre date, par exemple sur un PEA, parce que c'est, on va dire, pour démarrer l'investissement en bourse, c'est quand même vraiment... Tu trouves que c'est une bonne formule? C'est le plus adapté. D'accord. Et moi, ce que je conseille, si on veut appréhender un peu les marchés boursiers sans prendre de risques, c'est de démarrer par des fonds monétaires, qu'on a dit. Donc, le plus sûr possible, on va dire. C'est ça, c'est vraiment, on l'a dit, les fonds monétaires, ils peuvent baisser si jamais les taux de la Banque centrale deviennent négatifs et il y a un décalage de X mois. Donc, vous avez... Au pire, vous allez vraiment pas perdre grand-chose et vous allez commencer, on va dire, à appréhender la mécanique, c'est-à-dire ouvrir le contrat, ouvrir le PEA, aller chercher donc les valeurs sur le portail, prendre les valeurs qui ont justement ce niveau de risque 1, trouver le fonds monétaire. Il y a des sélecteurs sur le portail. Exactement, faire l'acte d'achat à moindre frais, à moindre risque. Ça permet de mettre le pied. Évidemment, ça suffit pas sur le long terme, les fonds monétaires. C'est juste pour mais commencer. Vraiment pour démarrer, ça peut être une bonne méthode. Bon, tu veux ma technique? Allez. La technique que je recommande à tous mes potes, mais acheter, on dit que certains produits sont accessibles, c'est-à-dire qu'on peut en prendre pour 5, 10, 20 euros. Je leur dis, mettez 40 euros dans ce que vous voulez, un ETF sur le CAC 40 par exemple, et puis vous l'achetez, vous passez un ordre au marché. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'ordre au marché, c'est celui qui permet d'être tout de suite servi. On n'a pas la maîtrise du prix, c'est important de le dire, mais on va prendre une séance plutôt calme. Et puis les ETF CAC 40, à part dans des remous de marché, c'est quand même plutôt tranquille. Et achetez-le pour 40 euros. Au pire, la plus grave crise de notre histoire se déclenche après et vous aurez perdu 40 balles. Mais en l'occurrence, avec ce simple ETF, un peu comme toi avec tes fonds monétaires, mais avec un produit qui pour le coup a sans doute une vie et un petit peu plus de volatilité, on peut le regarder vivre pendant quelques temps et se dire, bon ok, j'ai compris, ça baisse aujourd'hui, ça montera peut-être demain. Et finalement, on apprivoise, et avec ton excellent conseil des portefeuilles virtuels, aussi le fait de se dire, c'est pas si compliqué que ça, et je peux voir que je peux complètement le faire, quoi. C'est exactement, c'est une très bonne idée, parce que ça apporte une notion supplémentaire, évidemment, par rapport au monétaire. C'est que investir en action sur une toute petite somme, donc vous allez évidemment prendre le risque de la perdre, mais ça permet aussi déjà de commencer à voir comment on réagit face aux variations de marché. Parce que c'est vrai, quand on débute en bourse, ça peut être très euphorisant de se dire qu'on a fait plus 10%, plus 15% en 15 jours, ou à l'inverse, ça peut être très déprimant de voir qu'on a fait le lendemain, il y a un crack et on a perdu 10-15%. Et donc démarrer sur une petite somme donc, qu'on peut se permettre de perdre et quand même avoir un toit sur sa tête et manger le soir, ça peut être aussi... une façon de débuter, de s'apprivoiser un petit peu, de comprendre comment on va réagir face aux variations, parce qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Il y en a qui vont supporter tout à fait les pertes et se dire sur le long terme ça peut monter, etc. Et d'autres au contraire qui vont voir que ça va beaucoup leur peser, et ceux-là évidemment ils ont un profil de risque un peu moins risqué, donc ils vont devoir aller vers des solutions un peu moins volatiles. Il y a une remarque de Real World Assets sur YouTube. La différence avec l'époque Eurotunnel, c'est l'accès aux ETF indiciels faciles aux particuliers qui permet d'éviter le stock picking. Ça, c'est une précision importante parce qu'effectivement, on va décoder tout ça. Le stock picking, c'est le fait d'aller choisir ses valeurs. Alors, je vais choisir une entreprise. On fait son marché. On fait son marché parce que je la connais. Ça peut être LVMH, ça peut être Total Energy. Et puis au début, quand je débute, finalement, je vais en avoir une ou deux, si j'ai pas beaucoup de moyens, dans mon compte titre ou dans mon plan d'épargne en action. Et si ça se passe pas bien pour elle, tout de suite, je peux enregistrer des pertes assez franches, quelquefois, alors que l'ETF, c'est pour ça que je voudrais qu'on revienne sur ce concept de fonds indiciel, je vais acheter un indice, donc c'est comme si j'achetais finalement les 40 actions à la fois en modèle réduit dans ce produit. Et exactement. Ça, je me dis aussi que pour démarrer, c'est pas mal. C'est vrai que
pour démarrer, et même pas forcément que pour des débutants, oui. Ça peut être un très bon conseil parce que vous allez, au lieu de vous exposer à une entreprise, vous allez exposer à un indice. Donc on l'a dit, quand on achète un ETF CAC 40, c'est comme si on achetait la composition du CAC 40. Donc on achète un petit peu de Total, un peu d'Air Liquide, un peu de LVMH, un peu de Michelin, un peu de BNP. On va dire non, c'est le gérant de l'ETF qui le fait pour nous. Exactement. Voilà. Et indirectement. Parce que les gens disent, mince, je vais être obligé. Non, rassurez-vous, on a un procès, ça arrive clé en main. C'est ça, on n'a absolument rien à faire. Et on s'expose au marché boursier en général. Donc sur le CAC 40, vous allez vous exposer à la France, mais vous avez aussi des ETF qui vous exposent par exemple au marché européen et aussi ce qu'on appelle aussi l'indice un peu phare qui vous expose au monde entier, donc les plus grandes... MSCI World. Les 1500, 1600 plus grosses capitalisations boursières mondiales. Et dedans, on retrouve beaucoup de valeurs américaines parce que c'est les plus grosses capitalisations mondiales. Et là-dedans, vous allez juste suivre, on va dire, la marche, entre guillemets, de l'économie mondiale. Et pour ça, on va peut-être faire un tout petit arrêt sur un service, une offre qu'on a lancée chez Boursorama récemment, qu'on appelle le plan d'épargne, qui est justement spécifiquement dédié aux débutants, à ceux qui ne veulent pas forcément trop se prendre la tête. Sur votre téléphone portable, ça se fait en quelques étapes. Vous pouvez, soit vous avez déjà votre PEA, soit vous l'ouvrez dans le cadre du plan d'épargne, ou en compte titre si vous préférez, mais on va dire dans le cadre général, le PEA, ça peut être intéressant. Et vous avez ce qu'on appelle donc des fonds d'ETF, donc des produits qui vont se comporter à peu près comme un ETF, sur une exposition monde, États-Unis, France, et aussi quelques expositions thématiques, comme le luxe par exemple. Oui. Et vous allez pouvoir mettre en place des versements programmés tous les mois à partir de 10 € sur ces produits. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant pour quelqu'un qui ne sait pas vraiment comment faire. Je peux savoir ce qu'il y a dans ces fonds quand même, les entreprises et tout. Alors oui, on peut le voir, on l'indique sur les pages des sites. Donc évidemment, dans les fonds monde, vous allez avoir les plus grandes entreprises du monde, essentiellement américaines. Oui. France, ça va être les plus grosses entreprises du CAC 40, européennes, les entreprises européennes. Et cette notion... Oui, ils ont affiché la slide. Ben oui, voilà, parfait, on peut l'afficher. Cette notion, effectivement, je l'ai dit, monde, États-Unis, Europe, France, climat, santé, technologie, luxe, etc. Et donc ça, il y a l'aspect simplicité, depuis votre téléphone mobile. Oui. Il y a l'aspect accessibilité à partir de 10 €. Alors, on le rappelle, c'est sur des sous-jacents actions, donc ça peut varier à la baisse aussi. Risque de perte en capital. Exactement. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et il y a aussi, par contre, cette notion qui est qu'on va simplifier l'investissement dans le sens où vous allez faire une fois la démarche, mettre en place ces versements, et puis ensuite, tous les mois, ça va se faire sans que vous ayez à réfléchir. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un no-brainer, comme disent les Anglais. L'avantage de cette méthode, c'est que, déjà, on investit sans y penser. Vous n'allez pas être devant les marchés tous les jours, vous dire « Ah tiens, hier, ça a baissé, j'aurais dû acheter hier. Ah tiens, hier, ça remonte, en fait, j'aurais dû acheter tel jour. » C'est quelque chose qu'on peut avoir envie de faire. Pour être toujours à contre-temps, ça, en fait. Exactement. Ouais. C'est quelque chose qui est... Quand on débute un investissement, qu'on a tendance à vouloir faire et qui peut être très anxiogène. Et d'ailleurs, on le voit sur le long terme, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire. Sur le long terme, en fait, les variations, les petites fluctuations de marché sont relativement absorbées par les grandes tendances. Donc, si on investit tous les 5 du mois, si on est capable de se discipliner tout seul et de se dire tous les jours de tel mois, je vais investir, on peut y aller tout seul. Oui. Si on se dit que c'est vraiment barbant, que c'est quand même plus simple de le rendre de façon automatique, le plan d'épargne peut être une solution, c'est-à-dire pour un peu se décharger psychologiquement de la construction de son patrimoine. On le fait une fois et ensuite... Alors, ça n'empêche pas qu'on puisse des frais un peu stopper, arrêter. Alors, les frais, il y a des frais de gestion liés au produit. Oui. Donc, c'est à peu près 0,59% au niveau du produit. C'est tout compris. Il n'y a pas de frais de courtage, il n'y a pas de droit de garde. C'est vraiment... les frais du sous-jacent, et parfois la question nous pose, parce qu'il y a des ETF derrière, c'est les frais de l'ETF des ETF inclus dans les 0,59. Ouais. 0,59, tout compris. Donc vous payez les frais de gestion de l'ETF, et entre guillemets, après derrière, vous payez le service, c'est-à-dire le fait que l'ordre va passer tous les mois, le fait qu'on va tenir votre compte, le fait que vous n'ayez rien à faire derrière, et puis toute l'expérience utilisateur autour. Ah oui, l'expérience utilisateur, c'est important ça. Alors, il est déjà 19h34, dis donc, et il y a à la régie, ils décident que c'est le moment de m'envoyer plein de questions. Merci les gars. Béné qui nous dit, peut-on transférer un PEA déjà existant dans un autre établissement vers un PEA Boursorama ? C'est la même question de Nat. Bonjour, j'ai un PEA dans une autre banque. Est-ce possible de le transférer chez Boursorama ? La réponse est oui. Oui. Chez Boursorama, on a un parcours de mobilité bourse. Donc, vous allez dans la partie service, mobilité bourse. C'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Il faut juste que vous indiquiez donc, quelques informations, dont le RIB de votre PEA.
Ça existe, ça, le RIB du PEA? Alors, le RIB du PEA, il existe forcément. Si votre établissement d'origine vous dit qu'il n'existe pas, c'est faux. Mais heureusement, petite technique qui est possible depuis cette année, vous pouvez le récupérer facilement. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver le RIB de votre PEA, vous pouvez le récupérer facilement depuis votre espace impôt.gouv. Maintenant, vous pouvez on a accès à tous les comptes bancaires qui sont à notre nom. Donc, vous faites une demande extrêmement simple depuis impôt.gouv et vous recevrez en quelques heures ou en quelques jours le RIB de votre PEA et ensuite vous l'inscrivez sur le parcours. Le parcours en lui-même est très simple. Oui. Après, il faut avoir en tête que les transferts de PEA, ça peut prendre du temps. C'est long, hein, en fonction des titres que vous détenez et de la bonne volonté aussi de votre établissement d'origine. Donc, c'est un acte à... Enfin, on peut le faire si jamais on paye des frais importants, etc. On veut changer. Il faut avoir en tête que ça peut prendre du temps. Donc, ça va être un moment pendant lequel on ne va pas pouvoir traiter sur son PEA. Donc, il faut peut-être réallouer son patrimoine avant, son portefeuille, avant de démarrer la démarche. Ça discute de l'indice MSCI. Là, sur YouTube, Simon nous dit il y a trop d'US dans le World MSCI. Si on reprend sur les questions, Patrick, question un petit... non, il y avait une question qui est tombée que j'ai effacée un peu vite, mais je l'ai retenue, c'est est-ce que c'est payant d'ouvrir un PEA? Non. Non. Le PEA, on vous demande chez Boursorama un versement minimum pour déclencher l'ouverture d'enveloppe qui est très accessible à partir de... Mais à ce montant-là, je le récupère. Oui, bien sûr, il est crédité sur votre portefeuille, donc c'est pas payant, non. D'accord. Patrick, question un petit peu plus élaborée, là, qui nous dit quelle répartition à investir entre assurance vie et PEA? Waouh. Là, on est déjà passé un petit step quand même. Alors, effectivement, ça va dépendre de chacun, de son horizon d'investissement. Un peu un conseil général qu'on peut donner, c'est que le PEA, c'est dédié aux actions. Les actions, c'est sur le long terme. Donc, en général, si vous êtes jeune, il faut privilégier le PEA sur la classe actif action. Plus vous approchez de la retraite, plus vous approchez du moment où vous allez vouloir réfléchir à la transmission de votre patrimoine. On sécurise et puis aussi, on va sur les enveloppes qui sont plus dédiées à la transmission, ce qui est le cas de l'assurance vie. Donc, globalement, action, on est jeune, c'est plutôt le PEA. Et plus on veut sécuriser, plus on réfléchit à la succession, à la transmission. Oui. Là, c'est plutôt l'assurance vie. Bon, Thomas, il va me falloir des réponses courtes là, parce que je vois le temps qui tourne et je vois les questions qui tombent. Mais tu vas voir, c'est des questions qui peuvent être... là, c'est vite répondu, hein, comme dirait l'autre. The Saint, lors d'un transfert de PEA, perd-on la date d'ouverture de celui-ci? Ah, ça, c'est une super bonne question. Justement, c'est tout l'intérêt du transfert. Oui. Le transfert conserve ce qu'on appelle l'antériorité fiscale. Tu transfères et tu te retrouves avec un PEA tout Sinon, neuf. Il vaut mieux juste clôturer et ouvrir un nouveau PEA. C'est plus simple, ça va plus vite. Hein, mais la réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Justement, c'est tout l'intérêt du transfert, c'est de garder l'antériorité fiscale du contrat. Ok, et Bourseau nous dit, c'est le nom du pseudo, hein, est-ce qu'on peut transférer l'assurance vie? Alors là... En théorie, c'est plus compliqué. Alors... C'est limité aux mêmes assureurs. Dans la pratique, c'est extrêmement complexe. Ouais, extrêmement complexe. Je pèse mes mots. Pardon? Alors, ça peut être complexe, effectivement. C'est pas forcément... C'est pas aussi balisé que le transfert du PEA. Exactement, oui. Voilà. Manos nous demandait, est-ce qu'on peut ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie chez Boursorama? Alors, chez Boursorama, oui. On peut ouvrir... Mais en règle générale, moi, je vais quand même poser un peu plus ce débat, est-ce qu'on peut ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie? C'est ça, on peut ouvrir autant de contrats d'assurance vie qu'on souhaite, dans le même établissement, dans plusieurs établissements. C'est vraiment uniquement, enfin pas uniquement, mais c'est vraiment une forte spécificité du PEA de pouvoir en avoir qu'un seul. Oui. L'assurance vie, on peut avoir autant de contrats qu'on veut. Et la question, c'est pourquoi on pourrait avoir envie de le faire? Alors, il y a plusieurs réponses à cela. Ouais. Déjà, l'assurance vie, voir des contrats qui sont plus ou moins intéressants en fonction des périodes. Donc, ça peut avoir du sens d'avoir plusieurs contrats. Mais aussi, vous avez cette notion donc, de transmission dans l'assurance vie avec des bénéficiaires. Donc, vous pouvez avoir envie donc, de segmenter un peu votre patrimoine avec une assurance vie pour tel projet ou une assurance vie pour tel bénéficiaire. Et en dernier lieu, il y a aussi cette notion donc, de fonctionnement des abattements en termes de succession. Souvent, un conseil qu'on peut donner, c'est de séparer les contrats qu'on ouvre avant 69 ans et après 70. Eh oui, parce que les règles changent. Ça change voilà. à cet âge-là. Donc, on peut garder les mêmes contrats, mais après, potentiellement, ça peut donner des nœuds au cerveau à l'assureur, au notaire, au héritier. On voudrait pas ça. Pour calculer ça. Oui. Donc, une bonne pratique, ça peut être de dire qu'on fait les versements avant 69 ans sont faits sur des contrats, ceux qu'on souhaite, et les versements après, sur d'autres contrats, ça peut simplifier la gestion des successions. On pourrait même faire une comparaison, finalement, avoir un contrat plus prudent
peut-être un peu plus dynamique, et puis voir aussi comment les deux performent. Ça aussi, ça peut être un apprentissage, en mettant des petites sommes dessus, et puis regarder, tiens, finalement, j'ai mis un petit peu plus de risque que celui-là, et un petit peu moins sur celui-là, et on voit comment ça fonctionne. Il est 19h40, on va rendre l'antenne, Thomas. Mais avant, moi, tu sais, il y a un truc que j'adore, c'est la question de l'ascenseur. Il y a 8 étages, hein, Bourse-Banque, on se croise au rez-de-chaussée, on monte au 8e. Qu'est-ce qu'il faudrait que je retienne en 3-4 choses simples? J'ai retenu donc le livret A sur liquide, pas super rentable. L'alternative, un petit peu au-dessus, avec moins de liquidité, mais un petit peu plus de rendement le fonds en euros. Et après, ça devient beaucoup plus large avec, quand je t'écoute, une préférence pour le PEA. Donc voilà, si tu devais donner 3-4 idées à retenir de ce webinaire, de cette heure d'échange. Ben, tu as déjà bien j'ai tout dit en fait. Les choses. Le livret A, les livrets agrémentés, c'est le socle de votre épargne. L'épargne de précaution, celle qu'on peut mobiliser à tout moment. On n'a pas répondu. Est-ce qu'on le plafonne du coup? On le plafonne? Alors, ou est-ce qu'on va... Ouais. Ça c'est souvent, aujourd'hui, on a beaucoup de conseils, on dit qu'il faut garder 3 à 6 mois de dépenses dessus. Donc, ça, sachant que les Français n'aiment pas le risque, sans doute les gens qui nous regardent, après, on va se dire plafonnez-le. Puis, voilà, ça peut être tranquille. En fait, ça va appartenir à chacun en termes de si vous avez besoin, par exemple, si votre voiture, vous en avez besoin pour aller travailler, et que vous savez qu'elle va peut-être tomber en panne un jour, il faut garder le prix que vous êtes prêt à mettre dans une voiture sur votre livret A parce que vous en avez besoin tout de suite. À l'inverse, un moteur PureTech, pardon. Si vous avez exactement, si vous savez que vous pouvez faire face pendant 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an avec cette somme, vous pouvez laisser une plus petite somme. Ça va dépendre un peu de chacun. Ok. Le livret A, le socle de l'épargne. La marche numéro 1, le fonds en euros en assurance vie pour chercher un peu plus de rendement. Et toujours de la sécurité. Toujours de la sécurité. Et ensuite, vraiment, la question, c'est vraiment se former, se connaître, savoir son horizon d'investissement. Et si on est sur le long terme, réussir un petit peu à comprendre qu'on peut peut-être prendre du risque sur le long terme. Donc, aller vers l'univers des actions, aller vers l'univers des placements financiers, tout en sachant que c'est risqué, mais qu'à long terme, ça peut avoir du sens. Je voudrais qu'on termine sur cette notion de risque parce que toi comme moi, on l'entend toujours, malgré tout, les gens font peur et on le comprend, je veux dire, c'est difficile, le pouvoir d'achat, il n'arrête pas de baisser et donc il dit, je ne veux pas prendre de risque. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Moi, il y a quand même quelque chose que je retiens, c'est la notion qu'il faut considérer le risque non pas sur un placement en particulier, mais sur son patrimoine global. Et souvent, les gens oublient qu'en fait, ils ont une maison, ça fait partie de leur patrimoine. Ils ont un travail, alors c'est pas leur patrimoine, mais ils ont ce salaire qui est tiré de ce travail, qui est exposé à une certaine branche d'industrie et autres. Et donc, ils ont leur patrimoine, c'est pas juste les produits d'épargne ou d'investissement. Et donc, cette notion du risque, elle est panachable, elle est dosable assez finement, finalement. Exactement. C'est vrai qu'on a tendance à raisonner uniquement sur son patrimoine financier en termes de risque. On peut être propriétaire de sa maison, on peut être propriétaire d'un appartement, on peut détenir des droits. Par exemple, quand on est à la retraite, on a des rentes qui tombent tous les mois. Donc, ça fait partie aussi de son patrimoine, ces notions-là. Et donc, la prise de risque, elle se voit de façon globale, effectivement, en fonction effectivement, si on est fonctionnaire, de la sécurité de l'emploi qu'on a, si on est propriétaire, et donc pas forcément uniquement au prisme des euros qu'on détient sur son compte. C'est le patrimoine, c'est une notion plus globale. Je résiste pas à te poser cette question d'Alex qui est tombé sur YouTube. Pour un jeune, n'est-il pas mieux d'ouvrir un PER plutôt qu'une assurance vie? Tu t'y attendais pas, ça, le match PER assurance vie. Alors, à la fin du webinaire. Ça a du sens. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le PER, c'est un produit tunnel. Donc quand on est jeune et qu'on verse sur un PER, c'est bloqué. On est capable d'attendre jusqu'à la retraite. Il y a des conditions de sortie, mais c'est l'acquisition de la résidence principale. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on est jeune, ça peut avoir du sens de commencer, parce que l'effet long terme peut être très important, mais avoir en tête que c'est un produit qui n'est pas liquide du tout. On l'a dit, le risque de liquidité, il est extrêmement fort sur celui-ci. Donc, consacrer une somme, alors il faut être vraiment sûr de ne pas en avoir besoin. Voilà, précision intéressante. Est-ce qu'on a, alors c'est le moment où on me souffle dans l'oreillette, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions en régie, et puis est-ce qu'on a un petit questionnaire aussi après ce webinaire? Bon, on me dit qu'il y a encore beaucoup de questions, mais on a essayé de traiter. On va faire un épisode 2, tu vas être obligé de revenir. On va être obligé de rendre l'antenne. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On espère qu'on a répondu, visiblement pas à toutes, mais à une partie des questions. On reviendra pour le traiter, parce que c'est vrai que finalement, on sent que ça frémit quand même en France, ce besoin d'investissement. Merci Thomas pour tes explications. Et puis, si vous avez le temps, notamment les clients Bourse-Banque, pas ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez nous donner vos commentaires. Eh bien, laissez-nous vos avis sur ce webinaire avec un court questionnaire de satisfaction qui vient après. Merci. Bien sûr, attendez, question de Philopathès qui nous dit bonsoir, j'ai raté le début, est-ce qu'il y aura un webinaire, n'importe quoi, un replay? Oui, il y aura un replay d'ici quelques jours. Merci, et puis déjà disponible en ligne sur YouTube. Merci à tous de nous avoir suivis, très bonne soirée et à très bientôt.